Bon, d'accord. Ok, bien. Alors, bonjour à tous, à toutes, à tous, à ceux qui sont présents physiquement et donc apparemment à ceux qui sont derrière leur écran. En visio, il paraît que ça marche pas. Ça marche, si ça marche. Voilà. Bien. Alors, écoutez, merci d'être venus et merci de suivre la réunion pour ceux qui sont en visio. Je remercie monsieur Marty qui, une fois de plus, a été parfait et qui a préparé cette réunion, et puis mes collègues, Lionel Dumont, Pierre-Yves Kirchléger, Pierre Journoux, moi-même, je pense à Samuel Rassiol, le responsable du master d'histoire. Alors, toute l'équipe n'est pas là, hein, c'est bien évidemment, mais chacun pourra peut-être préciser un petit peu ce que je vais dire dans quelques instants. Donc, il s'agit de, je vais essayer d'être le plus rapide possible, hein, la plupart des informations sont sur le site. Vous avez les maquettes, vous avez même les emplois du temps de cette année, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent vos années futures. Ce que je vais faire, c'est vous présenter simplement l'architecture générale du master d'histoire, évoquer 2 ou 3 choses importantes qu'il faut savoir en master, les différences fondamentales entre le master et les licences. Voilà, et puis après, je laisserai à mes collègues le soin peut-être d'apporter quelques éclaircissements, puisque nous avons là les 3 parcours, enfin les 4, hein, puisque Pierre Journoux nous présente 2 parcours à nous 2. Donc, vous avez les 4 parcours du master et donc les différentes sensibilités scientifiques. Alors, bon, le master, vous le savez, suit la licence. Il s'étale sur 2 ans, master 1, master 2. Ce master d'histoire est un master, alors, d'histoire, oui, mais limité aux périodes modernes et contemporaines. Si vous voulez faire de la recherche, puisque le master, on vient y venir, c'est une année, enfin, ce sont 2 années d'initiation à la recherche. Si vous voulez faire de l'histoire médiévale ou de l'histoire antique, hein, vous savez que notre département encadre 2 autres masters, mondes anciens, archéologie et mondes médiévaux. Voilà, donc ici, c'est uniquement histoire moderne et contemporaine. Le mot histoire est un petit peu, enfin, je ne dirais pas qu'il y a trop pris sur la marchandise, mais il peut prêter à confusion. Donc, cette mention de master, hein, puisque le titre précis, c'est mention de master, se subdivise en 4 parcours. Donc, vous allez choisir un parcours. Enfin, 3 en première année, et l'un des 2 se subdivise en une deuxième branche en seconde année, ce qui fait qu'il y a 4 parcours, mais l'un des 4 est limité à la deuxième année. Donc, 3 parcours principaux qui correspondent, je dirais, à 3 sensibilités scientifiques différentes. Hein. Le parcours SCR, Société, Culture, Religion, qui, comme son nom l'indique, est plutôt centré sur les questions religieuses, culturelles, sociales. Le parcours HSSE, Histoire, Sciences sociales et Environnement, je laisserai Lionel Dumont en parler, qui est, je dirais, plus spécialisé dans, qui privilégie l'approche pluridisciplinaire des sciences sociales et des sciences de l'environnement. Et enfin, le parcours HMED, Histoire militaire, études de défense, qui, en deuxième année, se subdivise en un HMED2, hein, le prolongement d'HMED1, et DS, Défense et Sécurité, qui est un parcours de master un peu particulier, qui est professionnalisant. Voilà, donc 3. Alors, on ne couvre pas toute la large sphère de l'histoire. Il y a certains domaines qui nous échappent, parce que tout simplement, on n'est pas spécialiste en tout, et puis il y a aussi une contrainte d'heure, mais vous avez quand même là, vous le voyez, une possibilité de choix extrêmement importante. Donc, vous allez vous inscrire dans l'un des 3 parcours principaux, et puis éventuellement 4 en deuxième année, si vous avez choisi HMED 1 en première année. Encore que le changement de parcours soit possible aussi, mais il faut passer devant une commission. Chose très importante, 2 choses très importantes concernant je dirais un petit peu des choses très techniques quant à la validation des diplômes. En master, il n'y a pas de compensation entre les semestres. C'est très important. Et je vais venir dans quelques instants. Le semestre 1 est très différent du semestre 2. En gros, au semestre 2, puisque le master, c'est l'initiation à la recherche, au semestre 1, vous avez des cours assez académiques. Je dirais qu'on est en quelque sorte dans un L4, hein, si on peut dire, même si les cours sont plus spécialisés et plus tournés vers la recherche qu'en licence. Mais voilà, vous n'allez pas être dépaysé, il y a un emploi du temps, des cours, etc. Bon. Alors qu'au deuxième semestre, il n'y a quasiment pas de cours. Il y a un petit atelier. Il n'y a aucun cours, c'est voulu, c'est volontaire. D'ailleurs, toutes les universités ne font pas ainsi. Hein. Dans certaines universités, il y a beaucoup de cours au second semestre, les cours sont étalés, ce qui d'ailleurs fait que le premier semestre est un peu chargé, du coup. Hein. Donc, nous l'avons voulu ainsi pour vous laisser la possibilité d'aller librement dans les fonds d'archives, travailler, enfin faire ce que vous avez à faire. Donc, le second semestre est réservé, même si on peut commencer à le faire lors du premier semestre, mais est réservé à la préparation, à travers les archives, puis à la rédaction d'un mémoire de recherche. Donc, on va vous apprendre pour la première fois à devenir historien, si vous voulez, à écrire un petit livre d'histoire. J'y reviens dans quelques instants.
Et donc, dans ces conditions, vous voyez que les 2 semestres étant de nature totalement différente, il est très compliqué d'établir une compensation. Autrement dit, par exemple, vous ne soutenez pas votre mémoire pour X raison, il n'est pas fini, ou il y a eu un problème X ou Y, eh ben, vous ne validerez pas le second semestre, et si vous ne validez pas le second semestre, vous ne validez pas votre année. Si vous avez validé le premier semestre, vous serez invité à redoubler. Si le premier semestre a été validé, vous le gardez, il n'est pas perdu, hein, et vous n'aurez que le mémoire à refaire au second semestre, mais donc il n'y a pas de compensation entre les semestres. Il y a compensation à l'intérieur des semestres, hein, vous avez 8 dans un cours et 12 dans l'autre, bon, ça fait 10 de moyenne, voilà, bon, après, il y a le jeu des coefficients, mais pas de compensation entre les semestres, c'est très important, vraiment, j'insiste sur ça, voilà, c'est l'une des caractéristiques du master. Deuxièmement, depuis quelques années, M. Marty pourra m'éclairer, je crois 3 ans, le passage M1 M2 est de droit dans le parcours. C'est-à-dire que si vous avez la moyenne, voilà, vous avez validé les 2 semestres et puis vous avez au moins 10 de moyenne globale, vous passez directement en M2. Okay, il n'y a pas de commission qui se réunit, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de, bon bref, hein, voilà. Si vous restez dans le même parcours, si même vous voulez changer de parcours, par exemple vous avez pris HMED 1 en première année, histoire militaire, et puis l'histoire militaire c'est pas votre truc, vous dites tiens j'aimerais aller voir ce qui se passe du côté de SCR ou de HSSE, là par contre vous passez devant une commission. Bon. Ou si vous voulez carrément changer d'université, ce qui est tout à fait possible, hein, chacun est libre, hein. L'université, ce n'est pas une prison, dans l'université d'accueil, votre arrivée ne sera pas de droit. Hein, vous devrez passer devant une commission. Alors, en général, voilà, vous envoyez un CV, vos notes, parfois il y a un entretien. Bon. Donc, je répète, le passage est de droit à la moyenne, évidemment. Hein, si vous avez 8 de moyenne, vous ne passez pas. Mais le passage est de droit à la moyenne dans le parcours et dans l'université. Et pour toute autre circonstance, par exemple, vous restez dans l'université, mais vous voulez, après votre M1, d'histoire, vous voulez faire par exemple un M2 Master Iris, hein, vous savez, relations internationales, et bien là, vous passez devant une commission qui vous dit oui ou qui vous dit non, ou l'inverse. Voilà, ok, hein, donc, le passage est de droit à la moyenne dans le parcours. Si vous ne bougez pas, si vous passez dans votre couloir, vous passez à la moyenne, sinon, commission. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Une ou 2 choses encore, donc vous l'avez compris, le master est une initiation à la recherche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au premier semestre, vous avez des cours, alors qui sont à la fois des cours méthodologiques, comme on travaille historien, quelles sont les sources, etc. Il y a d'ailleurs des cours qui sont transversaux, hein, qui sont communs. C'est le tronc commun qui donc concerne les 3 parcours. Ce sont essentiellement des cours d'historiographie et de méthode, hein, parce que la méthode est la même, quel que soit le parcours. Donc, vous avez donc ces cours méthodologiques et prosopographiques, historiographiques, non, qu'est-ce que je raconte, prosopographique, historiographique, pardon, qui vous racontent l'histoire de l'histoire. Et ensuite, dans votre parcours, donc vous avez des cours qui sont des cours, je dirais de L4, hein, je mets des cours guillemets, quand même beaucoup plus précis. Hein. Il s'agit quand même de vous sensibiliser aux méthodes historiques, au discours historique, aux grandes questions, aux grands questionnements du domaine de l'histoire que vous avez choisi en choisissant votre parcours. Et au deuxième semestre, vous préparez un mémoire. Alors là, 2 ou 3 choses très importantes. Un mémoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit livre d'histoire, en fait, sur un sujet original, qui n'a jamais été traité par personne. Alors, jamais été traité par personne, je ne connais pas l'intégralité de tous les masters d'histoire soutenus en France, à Angoulême, à Poitiers, à Lille et à Brest. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Bon. Donc, et à partir de sources originales, donc un sujet neuf, à partir de sources originales. Les sources originales, les sources primaires, comme on dit en histoire, qu'est-ce que c'est que les sources? Ce sont les traces que le passé nous a laissées, peut-être de formes extrêmement diverses. La plus communément comprise, ce sont les archives, évidemment, mais ça peut être des témoignages, ça peut être des livres de mémoire, ça peut être de la presse, ça peut être de l'archéologie, ça peut être de la photo aérienne, ça peut être, bon, chez nous c'est plutôt rare, mais voilà, donc toutes les traces, quelles qu'elles soient, qui ont été léguées par le passé. Donc, un mémoire sur un sujet neuf à partir de sources originales. Dans ces conditions-là, vous avez toute une série, cela étant posé, pardon, vous avez toute une série, je dirais, de contraintes qui arrivent. La première, ce mémoire va être encadré par l'un de vos professeurs, directeur ou directrice de recherche, si possible dans le parcours, hein, c'est quand même préférable, qui va vous suivre, d'abord qui va vous aider à choisir le sujet, vous dire, bah non, par exemple, ce sujet-là, il est intraitable parce que les sources, elles sont en Mongolie,
vous n'allez pas aller en Mongolie, voilà, hein, où là, il n'y a pas de source, où là, il y a des sources beaucoup trop abondantes, ou bien c'est le sujet qui pose problème, il est beaucoup trop vaste. Si vous arrivez, vous dites, voilà, je voudrais faire une histoire de l'Église au XXe siècle, hein, en ACR, celui qui RCG va vous dire, non, c'est beaucoup trop précis comme sujet, il faudrait l'envisager sur 8 siècles, voilà, bon. Donc, bon, bref, donc, le directeur de recherche, ou la directrice, vous êtes d'abord à calibrer votre sujet, à le définir en fonction à la fois du sujet lui-même, et vous allez écrire en gros une petite centaine de pages. Donc, ce sont des sujets pointus, hein, voire très très pointus en Master 1. Master 2, c'est un peu différent, mais en Master 1, donc des sujets qui mobilisent des sources assez peu nombreuses. Hein. Donc, c'est un exercice de méthode. On veut voir comment vous arrivez à travailler. Donc, des sujets prudents, modestes, pointus. Hein. Il n'est pas question de travailler sur l'histoire de l'Église sur 3 siècles ou sur la révolution militaire en Occident. Et ensuite, eh bien, ce directeur, il vous suit tout au long de l'année. Et c'est lui, il vous aide pour la bibliographie, pour les lectures, pour le travail, pour le plan. Bon, bref, voilà. Et vous le rencontrez, ben, après, je dirais, chacun a sa façon de travailler. Hein. Ça peut être 1 fois par mois, 1 fois par semaine. Moi, je me souviens, mon directeur de maîtrise à moi, à l'époque, s'appelait la maîtrise, je l'ai vu 1 fois à la soutenance, enfin 2. Le jour où il m'a signé ma feuille et le jour où je l'ai retrouvé. Bon, c'était un autre temps. Aujourd'hui, on n'est plus maternant, on va dire ça comme ça. Bon, donc bref, il vous suit toute l'année, et ensuite, c'est lui qui préside votre jury, puisqu'à la fin de l'année, donc vous rédigez un mémoire qui est lu par votre directeur, éventuellement d'autres membres du jury, mais c'est lui qui préside le jury, et c'est lui essentiellement qui met la note, voilà, hein, pour être clair. Voilà. En même temps que je parlais, il y a une idée importante qui m'est venue, et puis elle m'est sortie aussi rapidement que, comment ça s'appelle le poisson là, dans Nemo, là, j'oublie tout, Dolly, non, c'est ça, je comme ça, bon. Ah oui, voilà. Donc, le sujet, il faut commencer à y réfléchir, à la limite, dès maintenant. Hein. Bon, il n'y a pas urgence. Hein. L'important, c'est qu'en gros, il soit calé, que vous ayez un sujet, que d'abord, vous ayez un directeur ou une directrice de recherche, et un sujet calé, on va dire, au plus tard à la Toussaint. Voilà, hein, vacances de la Toussaint. Après, ça devient dangereux. Hein. Bon. Donc, mais rien ne vous interdit de commencer à y songer maintenant, voire de commencer à prendre contact, peut-être pas là maintenant en mars, mais enfin, peut-être que d'ailleurs vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais disons au printemps, il n'est pas interdit de commencer à prendre contact, et puis voilà. Bon. Mais donc, votre date limite, c'est vraiment extrême limite, il faut que vous ayez un sujet et un responsable, un directeur de recherche à la Toussaint. Alors, une chose importante aussi, la soutenance en Master 1 se fait impérativement en juin. Il y a une seule session. Chose importante aussi, je disais que les semestres ne sont pas compensables. Il y a une deuxième évaluation pour les cours classiques du premier semestre. Vous avez raté 7 à un cours, il y a une seconde évaluation, comme en licence. Hein, c'est pour ça que je parle de L4. En revanche, le mémoire, éventuellement le stage pour le master DS, mais ça, c'est un master de seconde année, on en parlera plus tard, vous n'êtes pas encore concerné. Donc, votre mémoire de second semestre, hein, puisque pratiquement tous les ECTS, je crois que c'est 25 ou 23, enfin vraiment pratiquement tous, hein, sur 30, tous les ECTS du second semestre sont concentrés sur le mémoire. Bon. Donc, ce mémoire, il n'y a pas de seconde évaluation. Si votre directeur de recherche estime que votre mémoire, ça vaut rien, et qu'il vous met 5, c'est très rare, hein, c'est très très rare. Déjà 10, c'est une note presque infamante. Hein. Mais si il vous met, oui, il y a une échelle de notes un peu particulière, hein, voilà. Mais si il vous met 5, eh ben c'est fini. Enfin, c'est fini. Il n'y a pas de seconde évaluation, hein, voilà, il n'y a pas de deuxième chance. D'ailleurs, entre parenthèses, dans la vie, c'est souvent comme ça. Hein. Tu as le cancer du pancréas, il n'y a pas de deuxième chance. Hein. Il n'y a qu'à l'université où tu as toujours une deuxième chance. Hein. Bon. Donc là, non, là, il n'y a pas de deuxième chance. Ah oui, la vie est un peu plus cruelle que l'université. Et quand tu es viré par ton patron, bah, tu es viré. Hein. Tu peux pas dire, je ne peux pas passer en deuxième évaluation. Non, non, tu es viré. Bon. Donc, et donc, dans ce cas-là, bah, vous ratez l'année. Hein, puisqu'il n'y a pas de compensation entre les semestres, il n'y a pas de deuxième évaluation. Bon. Donc, vous soutenez en juin, et ça c'est important aussi, au plus tard le 15 juin. Et si vous faites un petit calcul, une espèce de rétro-planning, si je vous dirai dans 30 secondes pourquoi on vous demande de soutenir en juin et pas en septembre. Donc, une seule session et en juin. Pas de seconde, enfin, une seule session, une seule évaluation, au plus tard le 15 juin. C'est peut-être le 16 ou le 17 certaines années, mais mi-juin. Pourquoi ? Alors, d'abord, première conséquence, ça a des effets sur un rétro-planning.
Nous avons tous 5, 6, 7, voire plus mémoire à faire, soutenir. Je sais que Pierre, le pauvre, lui, c'est une sorte de marathonman. Hein, 20 cette année, non, c'est ça, un truc comme ça? Au moins. Bon. Donc, vous pensez bien que pour Pierre Journoux, hein, si vous voulez le garder pour quelques années, il peut encore servir un petit peu, il faut le choyer. Il n'est pas question qu'il lise 40 mémoires en 10 jours. Donc, Pierre Journoux, je ne sais pas, je parle à sa place, peut-être il va vous dire, moi, je veux les mémoires le 20 mai, par exemple. Voilà, hein, pour avoir le temps d'en lire une vingtaine, ou plus tard, le 15 juin. Donc, vous voyez bien que s'il faut avoir rendu le mémoire, mettons, fin mai, vous consacrez allez, un gros mois à la rédaction, voire 2 mois, hop, ça vous amène fin mars. Autrement dit, la période de recherche active dans les archives, elle est très brève. En gros, c'est 3 mois, janvier, février, mars. Et après, vous rédigez. Et donc, du coup, vous voyez, la période de recherche dans les archives étant très brève, ça nous renvoie à l'obligation d'un sujet extrêmement raisonnable, hein, pointu, voilà, hein, et qui renvoie à un volume d'archives lui-même réduit, car vous avez très peu de temps effectif à passer dans les archives. Hein, j'espère que je me fais bien comprendre. La dernière chose que je voulais vous dire, pourquoi le 15 juin? Ben justement, si vous voulez vous réorienter, ça renvoie à ce que je vous disais au début de cette petite présentation, si vous voulez changer de parcours, si vous voulez changer d'université, si vous voulez changer de master dans la même université, vous allez devoir passer devant une commission, et ces commissions, elles ont lieu, bon, en gros, début juillet, hein, après, le jour peut changer, mais elles ont lieu début juillet, et on va se fonder sur quoi? On va se fonder sur la réussite à votre master ou pas. Et donc, pour augmenter vos chances, alors vous pourrez toujours dire, hein, mettons, vous partez à Aix-Marseille, ah oui, mais je n'ai pas soutenu mon mémoire, mais je le ferai en septembre. Bah, ils ne vont pas vous prendre, hein, il y a tellement qui ont déjà. Bon, bref, donc nous, on vous oblige à soutenir le 15 juin, ce n'est pas du tout une sanction, c'est pour vous permettre justement de bouger, hein, si vous voulez changer de parcours, de mention de master ou d'université. Voilà, écoutez, je ne voudrais pas être le seul à parler, donc je vais peut-être laisser la parole à mes collègues, puis ensuite à vous, hein, bien évidemment, si vous avez des questions qui peut-être vont plus insister sur la partie scientifique. Est-ce que j'ai oublié des choses sur le plan, disons, le cadre légal, des contraintes administratives d'un master? Peut-être que M. Marty, tout à l'heure, prendra la parole un petit peu pour vous parler des inscriptions pédagogiques et administratives. Ça, c'est la candidature, d'abord. Voilà, oui. On n'en est pas encore là. Alors, peut-être quelques mots sur, je dirais, le contenu scientifique de ces 3 parcours. Lionel, peut-être, puisque tu es au bout. Alors, on va commencer. Non. Comme vous voulez. Alors, bon, c'est donc Pierre-Yves Kirchléger. On va faire dans l'ordre voilà. qui Voilà, donc moi je suis responsable du parcours Société, Culture, Religion. Je vais vous présenter rapidement. En fait, ce qu'on vous demande, si vous avez 3 parcours, en fait, on vous demande aujourd'hui, cette année-là, non pas de choisir un sujet, et ça on aura le temps de le faire l'année prochaine, hein, comme M. Doration le dit. En fait, on vous demande de choisir l'un des parcours si vous voulez faire un master. Et donc, évidemment, ces 3 parcours, vous allez voir, ils ont 3 colorations différentes. Alors, évidemment, il est toujours possible d'avoir un sujet transversal. Évidemment, ça arrive. Mais voilà, globalement, en fait, on vous demande plutôt là de réfléchir à dans quel secteur de la recherche vous devriez vous inscrire. Ce sont les secteurs qui vous intéresseraient le plus. Donc, si vous voulez faire l'histoire militaire, voilà, vous êtes plutôt bienvenu dans le parcours HMD plutôt que dans celui que je dirige là, Société, Culture, Religion, sauf si on trouve un sujet transversal. Alors, les militaires. Les militaires, si ça vous intéresse cette question-là, bien sûr, si elle est transversale, voilà, vous pouvez vous inscrire dans l'un ou l'autre des parcours, là, peu importe. Mais sinon, si vous avez déjà une idée thématique qui vous intéresserait, voilà, il va falloir choisir. Donc, ce parcours ici, SCR, voilà, ce sera plutôt pour ceux qui veulent travailler sur des questions d'histoire culturelle, d'histoire religieuse, d'histoire sociale, d'histoire régionale. Voilà. Là, vous êtes dans le bon parcours. Vous verrez après la différence avec les autres. C'est ça l'idée. Après, vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'avoir une idée précise. Alors, certains étudiants arrivent en ayant, parce que les petits, ils sont passionnés par un sujet dont ils veulent absolument travailler là-dessus. C'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Souvent, vous avez des vagues, voilà, plusieurs thèmes qui pourraient vous intéresser. C'est pas du tout un souci, puisqu'on en parlera. Alors, soit vous, comme M. Muraciol, soit vous voulez déjà creuser, vous pouvez commencer à lire, vous pouvez contacter des directeurs de recherche potentielle, vous donner des pistes.
Et sinon, on en parlera, ça, de manière très précise, alors, à la rentrée, lors de la réunion de rentrée, puis après dans les premiers cours, parce que c'est là où il faudra vraiment choisir un sujet avec toutes les contraintes qui vous ont été précisées. Et ça, évidemment, pour vous, c'est difficile de les connaître. C'est pour ça qu'on sera là pour vous aider, savoir ce qui est faisable ou non, ce qui a déjà été fait ou non. Si ça a déjà été fait, évidemment, on va pas, c'est impossible de refaire la même chose, puisqu'il faut un sujet inédit. Voilà, et quelles sont les sources disponibles ou non. Évidemment, on n'est pas, chacun de vos enseignants, du directeur de recherche n'est pas capable de tout diriger. C'est pour ça qu'en fonction des thématiques que vous verrez, on vous dira très sincèrement oui ou non. Alors, si c'est pour des thématiques qui nécessitent des sources à l'étranger, à ce moment-là, il faudrait envisager un séjour à l'étranger. Hein, mais le problème, c'est que ça s'anticipe. Hein, ce ne serait pas pour l'année prochaine, ça serait éventuellement possible pour l'année suivante. Donc, vous voyez, il y a des tas de contraintes qui sont comme ça. Si vous voulez travailler sur des sujets sur lesquels, évidemment, nous, on ne connaît pas grand-chose, dont on n'a pas les livres ici disponibles en France, si il nous faut des sources, il faut maîtriser une langue étrangère. Vous voyez, il y a tout un tas de contraintes qui sont assez matérielles ou rédhibitoires. Et donc, pour ça qu'on vous orientera vers des sujets qui sont extrêmement intéressants, parce qu'en histoire, on peut dire intéressants, mais qui sont faisables dans la limite qu'on vous a indiquée, c'est-à-dire d'une année de M1 qui est assez courte, et puis d'un sujet inédit avec des sources disponibles, alors que ce soit des sources en ligne, des sources, c'est beaucoup de choses qui ont été numérisées. Aujourd'hui, ça c'est pas du tout une difficulté, mais simplement il faut qu'on, y compris des sources étrangères, hein, on peut très bien travailler comme ça, mais il faut qu'on ait accès à des sources. Alors, plutôt des sources en ligne, des sources manuscrites, des sources imprimées, faire des témoignages d'histoire immédiate, en allant interviewer des témoins, tout ça, mais il faut que ce soit, il y a un certain nombre de contraintes. Et c'est ces éléments-là qu'on vous aidera à régler, à définir au moment de la rentrée, pour que vous trouviez un sujet qui vous intéresse, puisque vous allez vous investir pleinement là-dessus. Alors, bon, après, donc, le master SCR, vous voyez, concerne la période moderne et contemporaine. C'est très important à souligner. Il débouche, ça on l'a dit évidemment, directement sur un peu droit sur la deuxième année, N2. Ensuite, on a quoi sur la... Quelques mots sur la maquette. Quelques mots sur la maquette. Voilà, alors, voilà à quoi ressemble la maquette du master. Vous voyez, elle est ici présentée avec les 2 semestres. Le premier semestre, donc, comme ça vous a été dit, est beaucoup plus chargé en cours, et le second, lui, est très allégé. Ça ne veut pas dire qu'il est allégé en travail, puisque au contraire, vous allez passer votre temps là sur vos sources, sur votre ordinateur, dans les archives, et après à rédiger. C'est pour ça qu'au second semestre, c'est le plus simple, hein, vous avez en fait deux ateliers qui sont réduits. Un atelier pour vous aider justement à écrire, on écrit l'écriture d'histoire, un atelier sur l'actualité de la recherche, puis après le mémoire qui constitue évidemment le cœur de cette année de master. Par contre, le premier semestre, vous voyez, là on va vous donner un certain nombre d'outils méthodologiques, épistémologiques, au-delà de ce que vous avez fait en licence. Donc, on a le tronc commun, comme ça a été dit, donc je passe en historiographie, atelier de méthodologie. Ensuite, on a découpé ça en 2 cours, cours magistral, hein, à la fois toujours on découpe en moderne et contemporaine, hein, double. Donc, le premier cours qu'on a appelé conscience, croyance, mentalité, et puis un deuxième cours plus orienté sur l'imitation culturelle et sociétale. Et puis après, un ensemble de chantiers, alors là, qui sont plus des cours magistraux, mais c'est plutôt des ateliers auxquels vous participez activement sur différentes thématiques qui vous semblaient intéressantes par rapport aux apprentissages, aux compétences, au savoir-faire que vous devez acquérir. Donc sur l'enseignement du fait religieux, paléographie, lecture des images, un chantier sur les archives, un chantier sur les échelles. Sur l'histoire, on travaille à différentes échelles, de la micro-histoire, l'histoire globale, et puis histoire numérique, et puis pour finir, 2 sorties qui contribuent aussi à créer du lien entre vous, qui ont aussi un intérêt pédagogique, une au premier semestre et une au second semestre.
Alors, les intervenants, les directeurs de recherche que vous pouvez solliciter dans ce parcours, donc en histoire moderne, c'est M. Bonnet, M. Billard. Vous pouvez solliciter en histoire contemporaine M. Fourcade, Mme Charère, moi-même, et M. Louis. Qui est à cheval en quelque Voilà, sorte. parce que certains collègues interviennent sur plusieurs parcours. En fonction de leur, justement, de leur diversité de compétences, ils peuvent intervenir sur divers parcours. Donc, ça, c'est peut-être un élément aussi pour vous à réfléchir déjà, sur lequel il faudrait réfléchir déjà. C'est-à-dire, quel directeur ou directrice avec qui vous avez envie de travailler. Alors, soit vous le connaissez déjà parce que vous l'avez eu en cours de licence, ou en télé, soit alors vous ne connaissez pas vraiment, et alors là, je vous invite à aller voir les fiches des chercheurs sur le site du laboratoire de recherche crise. Là, vous pas jour, non? Enfin, bon, en tout cas, s'il n'y a pas les dernières actualités, il y a du reste. Et donc, vous verrez là sur quoi travaillent les différents directeurs ou directrices de recherche que vous pouvez solliciter. Voilà. Est-ce qu'on a encore une diapo? Non, on passe à notre parcours. On passe à l'autre parcours. Merci. Donc, je vais essayer de présenter l'autre parcours, en l'occurrence le parcours HSSE, Histoire, Sciences sociales et environnement. Et je vais essayer surtout de présenter les spécificités du parcours, puisqu'on depuis quelques minutes, une longue minute maintenant, on parle de c'était une master en histoire, donc vous commencez à avoir une idée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce master particulier HSSE? C'est d'abord un parcours qui présente des spécificités, des originalités tout à fait claires par rapport aux autres parcours. On va le voir, on tente de ne pas faire de l'histoire à la papa, de l'histoire comme on en faisait il y a 20 ou 30 ans du point de vue méthodologique, même si on reste évidemment très axé sur l'accès aux sources locales, puisqu'on considère que faire un mémoire de recherche, enfin un premier mémoire de recherche, c'est d'abord se confronter à des sources originales, et donc de ce point de vue-là, on est relativement flexible. Alors, avant de parler des enseignements, parler des enseignants qui interviennent dans ce parcours, on a Monsieur Guillard, que j'ai été tout à l'heure, que peut-être vous connaissez, et puis il y a un certain nombre d'autres enseignants, peut-être plus attractifs, j'en sais rien, c'est à vous de juger. Je pense à mes collègues d'histoire moderne, donc Monsieur Guillard, Monsieur Lacour, que certains d'entre vous ont bien connu en licence. On a aussi d'autres enseignants qui viennent d'autres disciplines et qui pour autant restent des historiens, notamment notre enseignant d'anglais qui cette année a pris en charge un certain nombre de mémoires qui portent sur des sujets qu'on peut aborder avec évidemment la langue de Shakespeare. Et puis, on a des enseignants qui enseignent dans d'autres départements. Je pense des politistes et des gens qui viennent de sciences sociales, plus précisément. Donc, vous voyez un parcours, un panel d'enseignants un peu plus varié, peut-être élargi, qui vise à rendre compte d'une approche de l'histoire qui, Monsieur Mirassiol l'a dit, dépasse les cadres habituels et qui s'attachent à envisager les choses d'une façon plus globale à travers ce qu'on appelle la science sociale, des sciences sociales. Alors, je crois que je pourrais utiliser mon collègue, Monsieur Lacour, pour évoquer les choses qui, lorsqu'il parle de l'académie de Montpellier, évidemment, ne s'en tient pas une approche strictement historique de l'institution, mais va chercher dans la prosopographie en particulier des acteurs, des éléments d'explication qu'on ne trouverait pas autrement. Alors, Monsieur Mirassiol tout à l'heure a évoqué la prosopographie pour dire qu'on n'en faisait pas. Précisément dans ce master-ci, on en fait, et même on en fait beaucoup. C'est l'une des particularités. La plus grande originalité se trouvant dans la réalisation d'une enquête collective. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle apparaît. Oui, atelier enquête collective.
base de données statistiques. Là, ça va peut-être vous faire un peu peur. Alors, je démystifie tout de suite la chose en disant que cette année, l'enquête collective portait sur un curé. Alors, portait pas sur un seul curé. Portait sur l'affaire qui concernait un curé de Sète, vers 1750, un curé coste. Il y avait quelques déboires judiciaires en particulier. Ça a donné lieu à des dossiers extrêmement riches. Pour l'historien, c'est toujours du pain béni. En gros, bon, il a eu quelques comportements qu'on a jugés déplacés vis-à-vis de ses ouailles. La ville de Sète s'est fracturée. Il y a une grande partie des Sétois qui sont mis de son côté. Et évidemment, une autre partie qui a été contre lui. Alors donc, l'enquête collective de l'année en cours, c'est l'affaire du curé Cosse. Qui sont ces gens qui sont avec Cosse? Qui sont ceux qui sont contre Cosse? Vous voyez, on est bien dans une question historique. Hein. Alors, ça renvoie à l'histoire du genre, si on veut, parce que la question des femmes joue, mais ça renvoie à plein d'autres aspects sociaux, culturels, professionnels. Et donc, à l'occasion de cette enquête, on a notamment été visiter les archives où on trouve des éléments qui permettent de détailler le dossier, que ce soit les départementales ici à Montpellier ou les archives municipales à Sète. Donc l'enquête collective, c'est sans doute la particularité de notre mémoire, puisqu'on essaie à travers le groupe des étudiants de créer en quelque sorte un effet qui permette peut-être de mieux vous connaître entre vous et dans cette optique-là, de mieux travailler ensemble. Peut-être aussi d'avoir ensemble un certain nombre de méthodes et d'approches communes qui se contentent pas d'une vision imposée par le haut, l'enseignant qui dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais qui relève plutôt d'une approche horizontale, confrontée au document, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a pu faire. Donc, on croit beaucoup à cette façon-là, parce qu'on est en master, et parce que, voilà, on considère qu'on ne doit pas non plus peut-être essayer de faire le L4, dont on a parlé tout à l'heure. Ce serait la licence de trop, peut-être, pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Eh bien, qu'il a fallu remplir le cadre qui nous était donné par la maquette de master. Donc, on a des enseignements tout à fait classiques. Et vous voyez, ce qui change, c'est peut-être la question des intitulés, les usages sociaux de l'histoire, par exemple. C'est évidemment quelque chose qui peut paraître assez original. La langue vivante, je l'ai dit, est tout à fait importante dans notre master. Les ouvrages, pour un certain nombre de sujets, ne sont disponibles qu'en anglais. Celui-ci est paru en début de mois. Typiquement, il pourrait donner des idées à beaucoup d'étudiants, même de Montpellier, puisque on a beaucoup d'individus qui seraient susceptibles d'études particulières. Qu'est-ce que je rajoute d'autre? Rien de particulier, si ce n'est que jusque-là, on avait des étudiants qui réalisaient en première année et en deuxième année des travaux qui souvent étaient les mêmes et qui permettaient d'approfondir le sujet. Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été assez souligné, mais autant il y a une trentaine d'années, on faisait un mémoire, ça s'appelait mémoire, et puis c'était un one-shot, on s'arrêtait là. Désormais, il faut envisager le master comme un travail sur 2 ans. Et donc, voilà, on est dans cette perspective-là. Ça a un peu changé par rapport à ce qu'on est nombreux à avoir connu ici. Je vais laisser la place aux autres. J'ai assez parlé ici. Pierre, Moi, ça va être assez rapide parce que je n'interviens pas comme responsable de master, de formation, mais comme intervenant dans le master que dirige François Murassiol, donc Histoire militaire et de défense, sur une aire régionale, en fait, principalement sur l'aire Asie-Pacifique. Donc, je vais juste vous peut-être vous donner quelques précisions sur les formations complémentaires que vous pouvez suivre, que je vous encourage fortement à suivre si vous êtes intéressé par une spécialisation sur l'ère Asie-Pacifique.
que ce soit en histoire militaire ou en relations internationales. Vous savez qu'on a beaucoup de coopération à Paul Valéry avec l'étranger, et notamment avec l'Asie-Pacifique, principalement la Chine, c'est un gros pôle de coopération chez nous, mais aussi avec différentes universités de l'Asie du Nord ou du Sud-Est. Moi, je pilote plus particulièrement les accords avec le Vietnam. Donc, c'est un pays sur lequel on a d'ailleurs créé un diplôme universitaire, tremplin pour le Vietnam, qui permet aux étudiants de licence, master, doctorat, post-doctorat, retraités, ce que vous voulez, de suivre 4 heures de cours par semaine pour s'acculturer un petit peu plus à la langue, à l'histoire, à la géopolitique et à bien d'autres thématiques de ce pays et bien sûr d'autres pays environnants, puisque on étudie le Vietnam dans son environnement régional et international. Donc, le tremplin pour le Vietnam, voilà, ça fait partie des DU qui sont accessibles et auxquels on recrute pas mal d'étudiants au niveau du L3, M1, M2 principalement. Vous avez aussi un DU tremplin pour le Japon qui existe encore, qui permet un petit peu la même chose sur le Japon. Vous avez un DU chinois aussi. Donc, ayez à l'esprit ces formations parce qu'elles sont susceptibles de vous spécialiser, de commencer à vous spécialiser sur un parcours plutôt régional. On a des étudiants d'ailleurs de différentes disciplines dans ce type de DU et de tous les âges, ce qui est tout à fait sympathique. Voilà, et puis alors, moi, dans le cadre de ce master histoire militaire, j'aborde effectivement l'histoire et la géopolitique de l'Asie-Pacifique dans un séminaire, dans un autre, les mutations de la guerre au XXe siècle, tu veux dire qu'on a de quoi faire en ce moment. Donc voilà, c'est tout à fait riche. Vous avez d'ailleurs la chance d'avoir un directeur de master qui est extrêmement actif et qui a renforcé considérablement le nombre d'heures dans ce master et proposé un séminaire collectif qui est unique en France, je crois qu'on peut le dire, enfin qui a en tout cas un volume horaire assez exceptionnel, qui vous permet de suivre en visio des conférences de différents intervenants, pas seulement de notre université, bien d'autres universités de France et de Navarre. Donc ça, c'est un point fort aussi de ce master. Voilà, et puis on aura, moi j'ai passé aussi pas mal d'années dans le ministère de la Défense, donc en ce qui concerne des carrières, des parcours possibles de civils au ministère de la Défense, je pourrais aussi vous renseigner peut-être de manière un peu complémentaire par rapport à mes collègues. Donc voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je serai obligé de partir dans 10 minutes. Je ne sais pas à quelle heure vous avez occupé la réunion. Voilà. Merci à vous. Bien, alors peut-être quelques mots sur le... Merci Pierre, merci beaucoup. Oui, Lionel Dumont a abordé un point qui est très important, qui est celui de la continuité ou de la rupture entre le sujet de Master 1 et de Master 2. En fait, il n'y a pas de règle. Voilà. Alors, tel ou tel parcours est bien sûr libre de privilégier telle ou telle approche, mais vous êtes libre. Moi, je trouve très intéressante l'idée d'approfondir en deuxième année, à la fois approfondir et élargir un sujet. C'est très bien, mais on peut aussi complètement changer, voilà. Hein. Et c'est bien aussi puisque ça vous amènera à étudier peut-être des sources différentes, des approches différentes. Voilà. Bon, en bref, les deux approches sont, d'elles-mêmes, tout à fait louables. C'est vous qui décidez. Hein, si vous voulez changer de sujet ou de directeur, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de rester avec le même directeur. Voilà, sans même parler de problèmes d'humeur, parfois on peut ne pas s'entendre, et c'est réciproque d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Hein. On peut ne pas s'entendre avec telle ou telle personne, mais tout simplement pour varier simplement, je dirais, les approches, les domaines de recherche, etc. Voilà. Donc bref, hein, voilà, il n'y a pas de règle absolue, bien sûr. Alors sur le parcours HMED, première année, et puis qui se prolonge en soit HMED 2, soit DS, hein, deux branches qui s'ouvrent. HMED 2, c'est la continuation recherche. DS, c'est un parcours professionnalisant vers les métiers de la sécurité, mais je crois que c'est pas le moment d'en parler. Hein, on en parlera plutôt en cours d'année, hein, puisque là, on se projette. Comment ? On en dira un mot. Oui, on pourra en dire un mot, mais là, on se projette quand même très largement sur la seconde année. Alors, l'histoire militaire, vous savez, c'est l'une des grandes traditions, je dirais, historiographiques ici, à Montpellier, qui remonte aux années 60, hein, puisque c'est en mai 68, il fallait quand même le faire, qu'André Martel a créé un centre de recherche d'histoire militaire. Ça a dénoté un certain art du contre-pied, ou en tout cas un anticonformisme certain. Enfin bon, bref, d'André Martel à Jules Morin, de Jules Morin à Frédéric Rousseau, et puis à nous à présent.
des bons qui arrivent, voilà. Donc, il y a donc cette tradition d'études militaires à Montpellier, ce que certains ont parfois appelé l'école de Montpellier, c'est un petit peu ronflant, mais je dirais en un mot simplement, ces grands anciens ont contribué à profondément renouveler l'histoire militaire. Alors, ils ne sont pas les seuls, évidemment, hein. Et cela a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui les war studies. Alors, les accents sont très forts parce qu'on peut lier parfois ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire en fait un renouvellement profond de l'histoire militaire. Lionel, tout à l'heure, parlait de l'histoire de papa. Ben, c'est vraiment ça. Comment est-on passé d'une histoire militaire, histoire bataille, hein, voilà, où on étudiait le rôle des grands hommes, et puis on s'attachait à des caractères extrêmement techniques et militaires. Le 3e régiment de cuirassiers est arrivé à 14h32, la pente, il a chargé sur une pente à 3 degrés, etc. Bon, okay, à une approche, je dirais, beaucoup plus globale de l'histoire militaire, qui renvoie, bien sûr, à l'art militaire, à toute une série de questions techniques qui sont fondamentales, mais qui renvoient aussi à l'histoire politique, à l'histoire sociale, à l'histoire culturelle, à l'histoire des gens, à tout ce que vous voulez, hein, en gros, une histoire de l'homme, l'homme au sens espèce humaine, de l'homme en guerre, hein, avec ses multiples dimensions. Voilà, et eh bien ces quelques grands anciens dont j'ai parlé ont participé à ce mouvement collectif d'une trentaine d'années qui a vraiment très profondément renouvelé les problématiques et les questionnements de ce champ de l'histoire parmi d'autres. Alors, si vous voulez, voilà, hein, vous avez sous les yeux les cours. En gros, l'idée est de vous proposer en première année un tableau assez général des différents domaines. Alors, pas tous, évidemment, hein, on ne peut pas, dans une maquette, proposer tout, n'importe quoi, mais des enseignements qui restent, alors, uniquement dans le domaine de l'histoire militaire. Quand je parlais de L4 tout à l'heure, je ne parlais pas du contenu des cours, évidemment. Je parlais du fait que vous avez des enseignements, hein, c'est-à-dire ex cathedra, les cours magistraux. Donc, en première année, nous assistons Odile me corrigera si je dis une bêtise, mais plutôt je dirais sur des questions générales. Hein, et vous verrez, si vous allez voir la maquette de la deuxième année, elle devient beaucoup plus précise avec des cours, par exemple, sur l'histoire de l'armement, vous voyez, qui sont quand même beaucoup plus précis et plus techniques. Hein. Donc, il y a un approfondissement et je dirais une réduction un petit peu de la focale vers des points plus précis. Mais vous voyez, vous avez là quand même un large panel de problématiques qui renvoient aussi bien des questions militaires que des questions politiques, des questions géopolitiques. C'est un peu le but de cette première année, vous familiariser aux différents aspects, aux différentes grandes questions de l'histoire militaire. Un mot sur le séminaire dont parlait Pierre avant de partir. Alors, effectivement, on a monté ça il y a 2 ans. Hein, ça marche plutôt bien. L'idée est de choisir un thème. La première année, c'était terre et mer en histoire militaire. Cette année, nous avons traité sortir de la guerre. Je vais en parler avec mes collègues. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la bataille, peut-être, l'année prochaine, hein, la notion de bataille. Bon, bref, donc il y a un thème général. Ce sera peut-être la bataille ou d'autres. Hein. On va commencer à réfléchir avec les collègues. Donc, et autour de ce thème, nous proposons, alors c'est entièrement en numérique. Donc, vous recevez un lien de vous brancher. Hein. Il y a une vingtaine, 20, 25 conférences. On va peut-être réduire un peu la voilure, hein, peut-être passer de 2 heures à 1h30, peut-être même moins, parce que 1h30 de Zoom, 2 heures de Zoom, c'est un peu fatigant, et pour celui qui parle, et pour ceux qui écoutent. Donc, voilà, donc vous avez autour de ce thème une vingtaine d'interventions, par nous-mêmes d'abord, hein, bureau, moi-même, enfin, et d'ailleurs aussi des collègues parfois d'autres parcours, évidemment, autour de ce thème, mais également nous invitons, et c'est très facile par l'outil numérique, ça coûte beaucoup moins cher, c'est pas la peine de payer des hôtels et des trains et tout ce que l'on veut. Donc nous invitons des collègues, donc de grands spécialistes d'universités françaises ou étrangères qui nous font l'amabilité de venir participer à ce séminaire. Et donc, vous avez donc un séminaire qui, donc entièrement numérique, distanciel, petit à petit, vous couvre un champ avec différentes approches, assez polyphoniques, donc les différentes approches d'un thème donné, peut-être donc la bataille l'an prochain ou un autre thème. Que dire d'autre? Alors peut-être, je donnerai la parole à Odile, bien sûr, pour qu'elle se présente elle-même. Qui sont les principaux intervenants dans ce parcours pour que vous commenciez éventuellement, et quelles sont leurs spécialités, pour que vous commenciez éventuellement à réfléchir à un sujet. Donc, Madame Moreau, elle se présentera elle-même. Patrick Louvier, dont on parlait il y a quelques instants. Alors, Patrick Louvier est plutôt spécialiste d'histoire navale, mais au sens très large du terme, hein, tous les sujets maritimes peuvent l'intéresser, 19e, 20e, hein, voire 21e, évidemment, mais c'est un esprit extrêmement plastique, extrêmement ouvert,
Oui, Il est prêt, enfin, quand je vois parfois les qu'est-ce qu'il y a? sujets qui l'encadrent, il est prêt, et même souvent à Un sortir peu, en oui, quelque sorte qu'est-ce qu'il y a? de sa zone de sécurité, on va dire ça comme ça, et il a parfaitement raison, et à encadrer des sujets parfois un peu, enfin, je dirais, auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Mais bon, c'est quand même. Alors, et je précise aussi, une histoire navale plutôt britannique et plutôt méditerranéenne, c'est l'un des meilleurs spécialistes en France de cette affaire. Polanyi, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, alors c'est ce qu'on appelle un américaniste, à la fois politique, diplomatique des États-Unis, mais aussi par ses travaux, il a travaillé sur le Moyen-Orient, donc il peut couvrir des problématiques de cette période. Un petit peu le Vietnam aussi, puisqu'il a travaillé sur la guerre du Vietnam. Donc, en gros, le fil commun, c'est la politique étrangère américaine, au XXe siècle. Pour donner un exemple, il a écrit une somme monumentale sur Nixon, Richard Nixon, et il présente l'originalité de vous proposer des sources américaines, donc en anglais, forcément. Alors, pas forcément, si vous maîtrisez mal l'anglais, vous pouvez tout à fait faire un sujet à mémoire avec lui, il vous donnera des sources francophones. On peut travailler sur les États-Unis à partir de sources francophones, bien sûr, mais je pense d'ailleurs que c'est très bien en master d'avoir peut-être pas toutes ces sources, mais une partie de ces sources dans une langue étrangère. C'est très formateur. Si certains d'entre vous ont déjà une thèse, aujourd'hui, il est absolument impossible de proposer, c'est pourtant ce que j'ai fait moi, la thèse que j'ai faite il y a 30 ans, elle serait insoutenable aujourd'hui, enfin, au sens de soutenir une thèse, puisque mes sources étaient strictement francophones et qu'aujourd'hui, le jury m'écharperait, on dirait, mais quoi, comment, vous n'êtes pas allé voir les sources anglaises, américaines, turques, moldaves, etc. Bon. Donc, comme on l'a dit. Pierre Journoud, donc, qui s'est présenté tout à l'heure, la zone Asie-Pacifique. Qui j'oublie alors, nous allons recruter un collègue, une collègue, là, donc je ne peux pas encore vous dire qui ce sera et sur quoi il ou elle travaillera. Tous les personnes, non? Ah oui, moi-même, pardon. Ah oui, pardon. Thierry Alain. Pardonnez-moi. En moderne, Serge Brunet et Thierry Alain. Alors, Serge Brunet, c'est pas directement spécialiste d'histoire militaire, hein, mais il nous rend de très très bons services. Donc, il accepte très gentiment depuis de longues années d'encadrer des sujets d'histoire militaire en moderne, mais là, c'est à vous de voir avec lui s'il accepte ou pas le sujet. Et Thierry Alain, pardonnez-moi bien sûr, Thierry Alain, qui est un spécialiste de l'époque moderne, plutôt spécialisé, comment dire, dans le monde, enfin, spécialiste de l'Europe du Nord, des Pays-Bas, enfin des Provinces-Unies, comme on disait à l'époque, mais et l'histoire maritime et commerciale, mais à partir de là, il peut y avoir des sujets, si vous la Méditerranée aussi, hein. D'ailleurs, dans le séminaire de l'an passé, il est intervenu sur ce thème-là, je dirais tout sujet d'histoire navale, maritime, commerciale, coloniale de l'époque moderne, hein, par extension. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait un panel très large. Et puis, oui, donc, moi-même, donc, je suis spécialiste de l'histoire de la résistance française, mais par là, enfin, à partir de là, donc, évidemment, tout type de sujet sur la résistance, intérieur ou extérieur, et je dirais tout type de sujet sur la Seconde Guerre mondiale, par extension, traitable. Hein, si vous voulez travailler sur la marine japonaise, c'est compliqué. Hein. Lisez-vous le japonais? Non, ben, salut, au revoir. Voilà. Non, j'exagère. Hein, on peut travailler à partir de sources américaines, par exemple. Mais vous voyez, la question de la source se pose. Vous n'allez pas faire l'histoire de la marine impériale japonaise à partir du Midi libre. Hein, c'est pas possible. Il faut des vraies sources. Hein. Et puis, bah, écoutez, de temps en temps, parfois on propose un sujet qui soit un peu de mes clous, mais ça m'intéresse, donc je dis oui. À ce propos, et vraiment, je me tais, faites attention, donc vous le voyez, même si l'équipe est un petit peu étoffée, j'espère que cette fois, je n'oublie personne, on ne peut pas tout traiter. Hein. On a des grosses lacunes, et je pense que c'est pareil pour SCR ou pour HSSE. Par exemple, le monde latino-américain, voilà, vous voulez travailler sur le Brésil, il n'y a pas de spécialiste sur le Brésil. Alors peut-être que l'un d'entre nous acceptera de vous encadrer, mais réfléchissez bien, même si vous êtes passionné par le Brésil, est-ce que c'est vraiment votre intérêt d'être encadré par quelqu'un qui sera un peu un amateur, alors, un amateur éclairé, mais un amateur, voilà, un généraliste qui ne connaîtra pas je sais pas, le dernier bouquin paru à Sao Paulo sur tel ou tel truc. Voilà. Donc, voilà, je pense à ça. C'est quand même notre principale lacune, même le monde de l'Europe de l'Est, le monde russe, le monde slave, on n'est pas. Bon, voilà, bon, bref. Donc, on ne peut pas tout faire. Et à vous de voir, hein, si vraiment vous tenez absolument à travailler sur ce type de sujet, peut-être que l'un d'entre nous acceptera de vous encadrer, mais
sachez que dans ces conditions-là, l'encadrement méthodologique sera très bon, évidemment, mais sur le fond, peut-être que je cadrerai un petit peu. Donc, à vous de voir, hein, si votre passion l'emporte sur l'efficacité du suivi qui pourra vous être donné. Mais écoutez, je laisse à Mme Moreau le soin de se présenter et de présenter ses domaines de recherche. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Odile Moreau. Donc, moi, mon aire de spécialisation, c'est sur le Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient au sens large, entendu, donc, dans le sens anglo-américain, notamment de l'Afrique du Nord, du Maghreb, jusqu'au Moyen-Orient, également l'Europe orientale, donc d'un point de vue historique, la période contemporaine et l'histoire du temps présent. Donc, en gros, on travaille sur des thématiques de mutation, de réforme dans ma thèse, dans mes travaux initiaux, donc en gros à partir de la fin du XVIIIe, mais aussi donc, sur des problématiques d'histoire du temps présent, bon, avec tout ce qui se passe là, depuis quelques décennies. Et donc, comme vous le savez, le Moyen-Orient n'est jamais tombé dans les oubliettes pour tout ce qui est voilà, pour tout ce qui est donc des questions diplomatiques et militaires. Donc, je ne sais pas si L'Afrique sahélienne aussi. Ah oui, donc Afrique du Nord, c'est-à-dire c'est le nord de l'Afrique, donc évidemment aussi des questions donc impériales, colonisation, décolonisation, donc avec le nord de l'Afrique qui va donc, du Maroc à l'Égypte, et aussi donc l'Afrique de l'Ouest, en gros. Voilà, donc, pas Nord-ouest, quoi, de l'Afrique. voilà, c'est ça, donc, qui correspond donc, en gros à l'ancien empire colonial français. Alors, la question des sources, ben, pas de problème, je dirais. Pour faire des recherches, il faut avoir de l'imagination, non pas pour forger des documents, mais pour aller les trouver. Et donc, en France, on a quand même la chance d'avoir des archives extrêmement riches. Pour le Moyen-Orient, alors, vous n'allez pas forcément trouver des choses à Montpellier même, soit à Pierrefitte, ou donc aux archives municipales. Et quoique, ils ont pas mal de choses, donc il faut toujours se renseigner. Mais donc pas très loin, donc on a les annales, les archives nationales d'outre-mer, donc à Aix, qui sont à une distance aller-retour dans la journée. Et puis, bon, évidemment, le gisement principal, c'est Vincennes, les archives du service historique de la Défense, mais avec pas mal d'antennes aussi en province. Donc, on a des fonds qui sont dispatchés un peu aux quatre coins de la France. Et puis, bien sûr, les archives diplomatiques, donc les anciennes archives du Quai d'Orsay qui sont actuellement donc à la Courneuve, et aussi donc les archives donc consulaires de Nantes. Et puis bon, après, voilà, il y a plein d'autres choses. Et puis sinon, si vous avez déjà plus ou moins un peu des idées même un peu floues, c'est bien de nous parler avant. Par exemple, parfois, il y a des étudiants qui ont des possibilités de consulter des archives privées de leur famille ou de leur réseau élargi. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir, et c'est toujours mieux de construire un projet. Et si vous avez des idées, et parfois plusieurs idées différentes, de vous fixer un peu, comme tout, bon, pour les étudiants qui sont bien dans notre université, vous pouvez soit vous en parler ou nous envoyer des mails, parce que c'est vrai qu'en M1, c'est quand même ça la grande nouveauté, la préparation du mémoire, quoi. Et finalement, ça arrive très vite. Donc, vous verrez, le jour de la rentrée, vous allez avoir la sacro-sainte petite fiche du mémoire là, à remplir, en gros, jusqu'en novembre, quoi, jusqu'à la Toussaint, mais ça va quand même vite, parce que vous voyez, vous avez un programme qui est quand même, donc sans être trop lourd, vous avez la chance que ça soit regroupé sur le premier semestre, ensuite, vous libérez le second semestre pour préparer donc le mémoire, et ça c'est quand même appréciable, et c'est une chance, mais il faut pas vous dire ah mais finalement ça va être cool cette année de M1. En fait, il y a beaucoup de travail personnel et en autonomie à faire, quoi. Et, donc simplement c'est juste pour vous inviter à commencer déjà à réfléchir, parce qu'en fait vous allez construire aussi votre parcours de spécialisation, quoi. C'est vous qui choisissez dans quel domaine vous allez vous spécialiser. On est là pour vous accompagner. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres points. Sinon, pour le séminaire. J'ai dit.
Oui, donc, Oui. en ligne, c'est vraiment une chance quoi, d'avoir donc des intervenants, donc c'est des intervenants extérieurs, donc c'est dans l'esprit d'un séminaire, c'est-à-dire que c'est un séminaire de recherche. Là, vous allez avoir donc des présentations de travaux qui sont nouveaux. C'est plus des cours généralistes comme en L où vous allez pouvoir trouver ça là dans les livres, etc. Et puis, bon, je ne sais pas si l'an prochain sera la même chose. Vous avez la possibilité de choisir aussi à quelle séance vous assistez ou non. Alors, voilà. c'est toujours ce côté un peu justement intéressant d'être à la carte et évidemment, si vous avez envie de tout suivre, vous avez le temps, on va pas vous dire non, mais ça vous permet quand même aussi d'étoffer votre spécialité et puis de faire des contacts avec justement là, nos intervenants extérieurs et vous verrez, c'est toujours très important après surtout dans la perspective de recherche là, de sources primaires, etc., de tisser donc un réseau avec des gens qui travaillent sur le sujet au sens large. Eh bien, oui, c'est-à-dire que vous avez un minimum d'heures à suivre. C'est en première année, c'est 30 heures. Donc, cochez les cases, voilà, puis on voit si vous êtes là ou pas. Mais le séminaire propose à peu près 50 heures. Donc forcément, vous jouez. Mais si vous voulez tout suivre, suivez tout. Hein, bien sûr, c'est passionnant. Écoutez, nous avons beaucoup parlé, on n'a peut-être pas tout dit, mais C'est moi. avant les questions, peut-être, non? Oui. Oui. Ah, oui. Rapidement, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Puis ensuite, M. Marty conclura sur le plus important, c'est-à-dire les aspects administratifs. Oui, mademoiselle? Si par exemple on a la possibilité de se rendre à l'étranger sans forcément faire de public, c'est quand même possible de faire ce mémoire Bien sûr. Aucun problème. Bien sûr. Non. Aucun problème. Faites ce que vous En voulez. M1, il n'y a pas de souci. Après, c'est plus pour le M2 et si vous voulez faire une. Ouais, ça fera quoi. Non, aucun problème. Je précise d'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, mais il est possible, donc non seulement il y a des archives numérisées en ligne, hein, vous pouvez consulter sur Internet, mais quand vous êtes dans un fonds d'archives, fini notre époque ancienne et glorieuse, où vous deviez recopier les archives à la main. Hein. Vous avez la possibilité de les numériser vous-même, c'est-à-dire vous prenez des photos. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est pas la peine de rester une semaine à Paris, de payer une semaine d'hôtel, etc. Vous y allez, hein, vous prenez une carte mère un peu importante, un smartphone un peu performant, vous prenez rendez-vous et vous prenez 3000 photos en 48 heures. Alors, vous sortez avec des yeux comme ça, mais voilà, donc, vous voyez, avec un seul déplacement en 48 heures, on peut quasiment se constituer son fonds d'archives. La numérisation, elle marche dans les deux sens. D'autres questions? Donc, il faut qu'on arrête à 16 heures, c'est bien ça, voilà. D'autres questions sur... c'est quoi? Non, on a été clair, c'est magnifique. Alors, bon, peut-être que... Ah, mademoiselle, oui. Si on avait la possibilité de faire ensuite une thèse après le mois, enfin après le master 2, à part le métier d'enseignement, qu'est-ce qu'il faut y avoir comme débouché concrètement après un master de recherche? Alors, plein de choses. On peut passer les concours de l'enseignement, on peut travailler dans les médias, on peut travailler dans le patrimoine, on peut passer... C'est vraiment extrêmement large. Je tiens un annuaire des anciens du master, hein, et on l'actualise chaque année, et vous verrez que ça part dans tous les sens. Hein. C'est un peu compliqué de vous répondre comme ça, parce que bon, il y a tellement de métiers possibles. Alors, parfois, ça suppose une formation complémentaire. Par exemple, passer un concours, par exemple, faire un deuxième master. Là, dans ce cas-là, moi, enfin, c'est mon avis personnel, hein, moi, ce que je vous conseille, si vous faites un deuxième master, ça augmente vos chances. Donc, ce que je conseille, c'est de faire un deuxième master 2, pas reprendre un master 1. Ah, donc là, vous remplissez un dossier, hein, et puis vous êtes prise ou pas, pardon. Et donc, uniquement un master 2, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez 2 masters en 3 ans, ça revient à dire cela, et dans un domaine qui est à la fois complémentaire et différent que du premier. Hein. Ça peut être une démarche qui est pertinente aussi pour accroître vos chances. Hein. Je ne sais pas, vous avez fait... bon, enfin, ça ne vient pas là, comme cela, mais donc, on peut trouver directement du travail après un master 2, mais bien souvent, ça suppose parfois une formation complémentaire, et en clair,
par exemple, passer des concours. Hein. Ça peut être l'enseignement, ça peut être les concours administratifs. On a pas mal de gens qui sont recrutés par les collectivités locales. Ça peut être aussi bien master patrimoine que, alors c'est autre chose, hein, que master HMD DS. Hein, je ne parlerai pas pour mes collègues à côté, mais par exemple dans tous les services de sécurité des collectivités locales, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein. Donc, je dirais que en étant, puisque vous disiez, si je ne fais pas une thèse, est-ce que j'ai la chance de trouver du boulot? Je dirais que vous avez beaucoup plus de chance en ne faisant pas de thèse. C'est avec une thèse que les vrais problèmes commencent, en quelque sorte. Hein. Voilà, ben, je suis très prudent. Mes collègues poussent des cris quand je dis cela, mais quand on voit les conditions de recrutement dans l'enseignement supérieur, le vrai risque, en quelque sorte, c'est de faire une thèse. Sauf si on est dans un domaine très précis, avec un financement, etc. Mais en freelance comme ça, voilà, donc c'est. Oui, on trouve du boulot avec un master 2. Voilà. Jean-François, si je peux me permettre, je compléterai avec un exemple un étudiant, un camarade à moi. On était ensemble à Clermont-Ferrand, on a fait notre mémoire à l'époque de la maîtrise la même année. Il a travaillé sur les faux monnayeurs. Il a continué à Paris en droit à SAS une année pour préparer le concours de commissaire. Actuellement, c'est lui qui dirige le Quai des Orfèvres. Bah, tenez, autre exemple. Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, il a fait un parcours d'histoire. Voilà, master histoire. Il n'a pas fait de thèse, il a fait un master d'histoire. J'étais à son jury. Et après, alors, je ne sais pas comment il est passé de l'un à l'autre. Hein, donc, master histoire, PDG d'Ariane Espace. En vrai, donc, bon, c'est des cas exceptionnels, mais. Oui, voilà, mais en fait, non. En fait, non. Voilà. Non, mais justement, si je peux me permettre justement d'inciter, comme je disais tout à l'heure, à partir du M1, c'est vous qui allez construire votre parcours de spécialisation. Et donc ça, c'est très important de l'anticiper, y compris même pour des stages, CPT, etc. Vous construisez votre CV et donc, oui, c'est des petites couches, des petites pierres que vous allez ensuite assembler et qui vont vous permettre de vous construire vraiment une identité. Alors pour le parcours M2 recherche, je ne sais pas si vous parlez, mais c'est possible aussi corrigez-moi si je me trompe, c'est pas obligatoire, mais c'est possible de faire un stage aussi. Oui, et voilà. donc juste en même temps, c'est-à-dire vous allez faire un mémoire, tout à fait. Et vous pouvez aussi faire un stage. Et franchement, les stages, oui, c'est extrêmement précieux. Ça ouvre quand même beaucoup de portes. Alors voilà, c'est cette idée là de l'anticipation et d'y réfléchir parce qu'évidemment, on ne trouve pas un stage en 15 jours, même de réfléchir d'une année sur l'autre, de voir les calendriers pour les candidatures, etc. Mais donc la balle, elle est dans votre camp et nous, on est là après pour vous aider. Quoi. Juste un mot, parce que, bon, il faut qu'on avance, parce que M. Marty ne boue pas. non, mais ce que vient de dire Mme Moreau est alors vraiment juste à 1000%, et c'est d'autant plus vrai qu'en Master 2, vous pouvez soutenir en septembre. Voyez, donc, vous avez largement le temps, hein, l'année dure là, une vraie année, hein, heureusement, vous avez largement le temps de caser un stage de 3 mois, par exemple, dans une institution. Je parle du parcours HMED, mais c'est vrai pour d'autres parcours, et du point de vue, enfin, bon, parlons cash. Emmanuel Macron a annoncé un budget de 450 milliards sur 5 ans, ça va embaucher, voilà. Ça va. D'ailleurs, on le voit là, hein, ils partent tous en stage. Bon. Donc, absolument. Alors, dans le Master DS, le stage est obligatoire, donc là, la question ne se pose pas. Mais oui, absolument, faire un stage plutôt en M2 qu'en M1, parce qu'en M1, vous n'avez pas le temps, hein, franchement, et en M2, vous êtes quand même plus proche de la sortie et donc de l'embauche. Faire un stage, et quel que soit le parcours, hein, professionnalisant pendant votre année de M2, mais oui, bien sûr, voire, non, 2 stages, donc c'est peut-être un peu chaud, mais un stage, c'est une très bonne idée, très très bonne idée. Et bien souvent, le stage, je ne dis pas que c'est la garantie de l'embauche, mais c'est quand même le premier pas à faire l'embauche. Et si vous n'êtes pas embauché directement, l'intérêt du stage, 1, c'est le stage, et 2, c'est les relations que vous allez nouer, parce que c'est ça la vie, en fait. Hein, donc, voilà l'un des moyens, par exemple, de professionnaliser son master. Alors, on va peut-être passer maintenant aux questions. Et je rajouterais aussi que vous pouvez le faire dès la licence. Vous pouvez, oui, bien sûr. Tous les étudiants de l'université Paul Valéry ont la possibilité d'effectuer un stage dit d'observation. C'est un stage d'insertion professionnelle, c'est un stage facultatif, non attributif de CTS. Et donc là, vous avez tous la possibilité, dès la L1,
dès votre première année à l'université, de faire ce stage via le SCUOIP, qui est le Service commun universitaire d'insertion et d'orientation professionnelle. Donc, c'est aussi peut-être une bonne idée avant le Master 1, C'est pas trop tard, à hein. la fin de votre L3, pendant l'été, par exemple, d'effectuer un stage. Il n'est pas trop tard. Vous êtes en L3, j'imagine tous. Ben, voilà. L'année se termine, j'allais dire aujourd'hui, mais non, je plaisante. Mais je crois que c'est pas possible. Mais elle se termine fin mai, quoi. Jusqu'en septembre, vous avez quasiment 5 mois. Hein. Voilà. Pourquoi pas, dès maintenant. Alors, Alors, pour ma administration. part, je suis Fabrice Marty. Donc, moi, mon domaine de spécialisation, c'est l'administration. Donc, Le vrai ce qui patron, c'est est- lui. Hein. Voilà. C'est ce qui est complètement barbant pour c'est le plus nous, important. mais important pour nous. Très important. Et je vais surtout vous parler de la nouvelle plateforme, donc plateforme nationale dont vous allez essuyer les plâtres cette année, puisque vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place une plateforme unique pour les candidatures en niveau master. Cette plateforme ressemble sensiblement à ce que vous avez connu pour Parcoursup, avec certaines particularités. Donc, vous indique qu'un étudiant qui va être titulaire d'une L3, donc d'un diplôme sanctionnant des études de premier cycle, peut candidater à l'entrée au Master 1 via la plateforme Mon Master. Donc, la plateforme s'appelle Mon Master, je vous donnerai juste après le lien. Et cette plateforme ouvre la semaine prochaine, le 22 mars. Donc, le dépôt des candidatures via cette plateforme s'effectuera du 22 mars au 18 avril. Tout comme Parcoursup, le 18 avril, vous n'avez plus accès à la plateforme. Vous ne pouvez plus verser de pièces, vous ne pouvez plus compléter votre dossier. Et donc tout. Ça, que ce soit bien clair, parce que ça change beaucoup par rapport à ce qui se faisait avant sur les autres plateformes des universités. Donc, c'était généralement les plateformes e-candidats. Vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes rentré à l'université en cours de licence. Donc, la différence, c'est qu'à partir du 18 avril, la plateforme Mon Master ferme et vous n'avez plus accès à votre dossier. De la même manière, ce n'est pas nécessaire de m'envoyer des mails pour dire j'ai oublié telle pièce, etc. dans mon dossier. Je n'ai pas accès à votre dossier, à l'ajout de pièces sur votre dossier non plus. Donc, tout ça pour dire que du 22 mars au 18 avril, soyez très vigilants, complétez le plus exhaustivement la plateforme avec votre dossier qui comporte 3 parties. La première partie qui est la partie base de données, donc ce sont toutes les informations que vous allez compléter. La deuxième partie, ce sont des informations et des pièces à téléverser qui sont obligatoires. Général, donc ça sera l'état civil, votre pièce d'identité, tous vos diplômes depuis le baccalauréat compris, donc votre diplôme du bac, vos résultats, notes de baccalauréat et ensuite tout votre cursus de licence du semestre 1 au semestre 5, une lettre de motivation et un CV pour les pièces obligatoires. Et vous aurez aussi une fiche de renseignement à compléter. Vous avez la possibilité d'ajouter des pièces facultatives. Les pièces facultatives, ça peut être un certificat de niveau de langue, par exemple. Ça peut être aussi une convention de stage. On parlait des stages juste avant. Une attestation de stage. Ou, si vous êtes en cours de convention de stage, le stage que vous allez effectuer. Donc, vous pouvez mettre un petit document récapitulatif, par exemple de l'application P-Stage qui vous permet d'émettre une convention de stage pour nous dire, voilà, au mois de juin, je vais effectuer un stage. Donc, tout ça, ce sont des pièces facultatives. Donc, fond de dossier, donc dossier candidat, pièces obligatoires, pièces facultatives. Ensuite, du 24 avril au 16 juin, il y aura un examen des candidatures par l'université. Par l'université, elle s'effectuera en 2 temps. Un premier temps pour vérifier, d'un point de vue administratif, pour vérifier la validité de votre dossier, à savoir, est-ce que votre dossier est complet ou incomplet et est-ce que vous pouvez candidater en formation de master, donc la formation sur laquelle vous avez candidaté. Si votre dossier est validé, il sera présenté en commission. Les commissions se réuniront à peu près vers la fin du mois de mai jusqu'au début du mois de juin et impérativement jusqu'au 16 juin. Le 23 juin, retenez bien cette date, vous aurez, je dis en principe, s'il n'y a pas de problème technique, les réponses à vos candidatures. Sur la plateforme, vous avez la possibilité d'émettre 15 candidatures. Donc, je dis bien 15 candidatures, 15 vœux, sur 15 mentions de master.
Ces vœux, vous ne pouvez pas les classer. Je réponds déjà à une question que j'ai eue de toute la semaine. Mention ou Vous- parcours? C'est mention. Alors, c'est mention. Ah, mention. Donc, quand je dis mention, c'est-à-dire que si vous candidatez, imaginons, aux 3 parcours du Master Histoire, ça ne vaudra que pour un vœu. Mention histoire, parcours, SCR, HSSE, HME. Ce qu'on appelle master, en fait, c'est la mention. La mention de master. Le 23 juin, vous avez vos réponses. Pour les réponses qui auront été émises et qui seront positives, vous avez 48 à 72 heures. Et c'est là où j'ai un doute parce que les textes ne sont pas encore parus. Donc, ça sera indiqué sur l'application normalement la semaine prochaine ou en cours de campagne. Vous aurez un délai de réponse. Vous devrez faire un choix. J'ai candidaté à 4 mentions histoire au niveau national. Je choisis la mention histoire à Montpellier, le parcours, histoire, sciences sociales et environnement. Si vous êtes placé en liste complémentaire, c'est-à-dire votre dossier n'a pas été placé en liste principale et il est placé sur une liste dite d'attente. On appelle ça une liste complémentaire. Là, il faudra patienter puisque ces candidatures ne pourront être validées qu'une fois que vos camarades au niveau national se seront désistés ou auront été désistés donc automatiquement. Et là, c'est toutes les 24 heures. C'est pour ça que vous voyez apparaître à l'écran du 23 juin au 21 juillet une phase d'admission. Mais retenez surtout la première date, le 23 juin, qui est la date la plus importante puisque c'est à cette date-là où vous aurez quasiment, normalement, toutes vos réponses. Et après, le jeu des listes complémentaires va se mettre en place. Le ministère a prévu une phase d'admission assez longue parce que généralement, et nous en avons l'habitude, les listes complémentaires s'éclusent pas très rapidement. Pour l'université Paul Valéry, à partir du 12 juillet, vous pourrez vous inscrire administrativement. Donc là, l'inscription administrative, si vous êtes de l'université Paul Valéry, vous étiez inscrit en L3, l'inscription se réalise sur votre NT. Donc, c'est comme l'inscription du passage au L2, de la L2 à la L3. Si vous êtes extérieur à l'université, il y a une plateforme qui vous permettra de vous inscrire. Le lien pour la plateforme Mon Master, vous le voyez apparaître, il sera disponible un petit peu partout. Si vous êtes en L3, vous allez aussi recevoir un mail vous avez peut-être déjà reçu un mail de la part du secrétariat de licence avec ce lien, donc www.monmaster.gouv.fr. Est-ce qu'il y a des questions sur la candidature en master 1? Il y a un nombre de classes limité. J'y venais. Et la SCO? Les capacités d'accueil pour les formations. Donc, pour le master histoire, nous avons une capacité à 45 pour le parcours histoire militaire et études de défense. Une capacité à 25 pour le parcours société, culture et religion. Et une capacité à 20 pour le parcours histoire, sciences sociales et environnement. Ce qui fait déjà des effectifs assez abondants. Ça fait 80. Ça fait classes. 90. 90. 90. Ouais, c'est pas, hein. Oui. J'ai pas entendu là. Le taux, pardon? De pression à l'entrée du master, c'est élevé ou pas? Le taux de pression dépend de chaque parcours. Voilà. Donc, vous l'avez d'ailleurs sur la plateforme Trouver mon master. C'est la plateforme frère de la plateforme Mon Master. Aujourd'hui, vous avez toute l'offre de formation qui est indiquée. Le taux de pression de mémoire, je ne l'ai plus là. Il est plus élevé en histoire militaire, C'était presque mais 200 dossiers, aujourd'hui. vous l'avez en ligne. Histoire Sur militaire. Trouver mon master. C'était presque 200, je crois. Alors, Mais c'est pour HMED, j'avoue que je n'ai pas les chiffres de HSSE ou SCR, c'est 1 pour 2, en gros, l'an passé. Mais ça peut varier d'une année à l'autre. Là, c'est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà. Encore que, après tout. Donc, pour vous répondre, et je ne réponds que pour HMED, de mémoire, Odile, c'est ça, c'était
2 pour 1, en gros. 2 candidatures pour une place. Oui, c'est-à-dire qu'on avait pas mal de candidatures, mais après, il y a le jeu des listes d'attente. Ah oui, parce que voilà. ceux Le qui taux de sont pression, au c'est pas cadre, par... ceux qui Après, il sont faut au pas cadre, entendre le ceux taux de qui pression sont comme ceux sur qui Parcoursup, sont hein, un les niveau extérieurs, master. souvent, Parce que vous avez, alors sur Parcoursup, je vais pas rentrer dans les considérations, mais il y a le WIME, le WICI, etc. Vous avez connu ça. En master, ça n'existe pas. Donc, le taux de pression, il entend le nombre de candidats qui a reçu un avis favorable ou qui a reçu un avis favorable sur liste principale ou sur liste complémentaire. Donc, ce qui veut dire que pour histoire militaire et études de défense, on peut, du moins le comité de recrutement peut très bien choisir de prendre 90 personnes, mais d'en placer 45 sur liste principale et 45 sur liste complémentaire. Donc, le taux de pression, il est calculé de cette manière. Donc, finalement, il vous parlera pas forcément. Ce que vous devez vraiment retenir, c'est le nombre de places. Oui. Par exemple, si on est sur la porte quand on se connecte le 23 juin, est-ce qu'il y a dans une position qui affiche par un utilisateur comme Je pourrais pas vous répondre. Je suis désolé, je n'ai pas encore vu Bonne l'application. question. Bonne question. Normalement, du moins sur l'application e-candidat, elle était affichée. Je ne vois pas pour quelle raison elle ne serait pas affichée. Ça vous donne une indication, donc ça serait normal qu'elle soit affichée. Et vous devez vous voir monter de jour en jour. Oui. En théorie. Sur e-candidat, Comme sur il y Parcoursup. avait Voilà. Je pense que oui. Mais... Je pense que oui. Si je candidate à Montpellier, Lyon, Aix et Bordeaux et que le 23 ou 24 juin, je suis prêt à Montpellier, Oui. et les deux sont d'attente. Est-ce qu'une fois que je suis prêt à Montpellier et que j'achète le Montpellier, tous les autres sont traités comme caddie? Alors là, normalement, cette situation-là ne devrait pas arriver. Je dis bien ne devrait pas. Je ne peux pas vous assurer qu'elle n'arrivera pas puisque toutes les universités ont l'obligation le 16 juin d'avoir terminé le traitement administratif des dossiers. Donc, la seule chose qui me ferait dire que le 23 juin, vous n'aurez pas vos réponses, c'est s'il y a un bug informatique, puisque la plateforme est nouvelle. Et donc, il se peut qu'il y ait 24 heures de délai si jamais ça ne fonctionne pas. Mais le 16 juin, toutes les universités sont censées avoir émis les vœux des dossiers qui ont été déposés sur la plateforme. Alors, ce que je vous dire, c'est que si je suis par exemple à Montpellier et que je suis une attente à Toulouse ou à Bordeaux, vous pouvez toujours valider au moins un vœu. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner le master à Montpellier, si vous avez reçu un vœu positif. Si vous êtes sur liste complémentaire sur une autre formation et que quelques jours après, vous remontez en liste principale, vous pourrez toujours vous désister du vœu de Montpellier pour aller à Lyon. Si jamais cette phase-là, elle intervient après le 12 juillet et que vous êtes inscrit administrativement, vous pouvez toujours à l'université vous désinscrire jusqu'au mois de septembre. Voilà. Oui. Et depuis cette plateforme, le système des campagnes publicitaires n'existe plus. C'est-à-dire les campagnes du mois de septembre. la campagne au mois de septembre. Normalement, elle n'existera plus. Je dis bien normalement. Là aussi. Ouais, mais non, il y aura le cas du type qui arrivera le 15 octobre. Bon. En principe, non. Voilà. En principe, ça ne devrait plus. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles la réforme a été élaborée. Bon, bah, tout ça respire la joie, la bonne humeur Non, mais c'est quand Merci, même. je tombe ce soir. et l'enthousiasme. Vous êtes tous en L3? Oui. Donc, il n'y a aucun étudiant de Master 1 qui souhaite candidater en Master 2. Et à distance, peut-être? Bon. Pour information, donc pour vous, ça sera pour l'année prochaine, mais quelques mots sur la candidature en M2. Si vous passez du Master Histoire militaire, Master 1 Histoire militaire et études de défense, au Master 2 Histoire militaire et études de défense, Monsieur Murassiol vous l'a dit tout à l'heure, vous avez un accès de droit. Si vous souhaitez changer de formation, donc passer du Master Histoire militaire et études de défense au Master Défense Sécurité, vous devrez candidater. Et pour la candidature à niveau, donc pour l'université Paul Valéry, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la plateforme e-candidat. Et donc là, les candidatures ont lieu un petit peu plus tard, au mois de mai pour le début des candidatures et jusqu'à mi-juin avec une publication des résultats au début du mois de juillet. Ça, c'est dans un an. Hein. Voilà. Pour vous, en L3, c'est dans un an. Il y en a à distance ou ceux qui consulteront la vidéo qui candidatent en L2, vous avez le calendrier qui apparaît à l'écran et
le lien pour la plateforme e-candidat qui apparaît aussi à l'écran. Je rappelle donc qu'il y a plusieurs e-candidats au niveau national, il n'y a pas qu'une seule plateforme et que pour nous, la plateforme e-candidat s'intitule e-candidat Montpellier 3 et qu'elle a un fond bleu. Ce n'est pas le fond orange, puisque le fond orange est l'autre université de Montpellier. Donc, je reçois déjà des mails pour me dire je ne trouve pas le master de histoire sur la plateforme de Montpellier. Forcément, C'est pas là. e-candidat Montpellier 3 n'a pas encore ouvert. D'ailleurs, C'est elle n'ouvre l'autre. que qu'au mois d'avril. Et pour les parcours SCR et HSCE, SCR1 obtenu, admission automatique en SCR2. Voilà. 10 à la moyenne. Vous devez remplir un dossier, autrement dit, si vous changez de parcours. Voilà. Vous pouvez en ajouter 4 heures. Bon, bah, écoutez, merci d'être venu. Merci aux collègues aussi d'avoir été présents. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet de l'université, le site internet de l'UFR3, le site internet des formations de l'UFR3. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi par mail ou à contacter les responsables de formation.